Je viens de finir un atelier autour de la féminité et de la sensualité et notamment avec une initiation à l'effeuillage. Et je voulais profiter de ce lieu dans lequel je suis pour filmer certaines vidéos que j'avais annoncées, c'est-à-dire des vidéos plus au niveau de mon parcours professionnel, de l'entrepreneuriat, etc. Et j'avais envie de commencer par te parler de mon parcours plus scolaire, plus académique, parce que ça interroge toujours un peu comment j'en suis venue à créer la plaisirologie. Est-ce que j'ai toujours voulu ou su que j'allais faire ça? Et je me suis dit que j'allais te faire un petit récap de mon parcours scolaire et académique pour te montrer que finalement tous les chemins mènent à Rome. Au départ, j'aimais bien l'école, surtout la maternelle. J'ai fait une école Montessori, donc moi j'étais plutôt une enfant assez réservée, mais très créative, tu vois, et j'ai toujours aimé bidouiller de mes mains, etc. Donc c'est vrai que Montessori, ça a été un lieu où je me suis sentie assez épanouie. Mais quand je suis rentrée en primaire, les choses ont commencé à se compliquer. Pas que j'aimais pas l'école, mais comme je me sentais pas vraiment à ma place, finalement, j'avais du mal à investir cet espace. En plus, à l'école, j'ai connu un peu de harcèlement par rapport au fait que j'étais une enfant un peu ronde. J'ai connu aussi de l'antisémitisme de profs, donc j'ai eu finalement des expériences qui pouvaient être assez brutales et des mots d'enseignants qui ont été vraiment violents à des moments. Donc, ce qui m'a amené à du changement de classe, etc. Et le moment où j'ai vraiment commencé à aimer l'école, c'était en CM2. J'étais en région lilloise et c'était Monsieur Basely, je me souviens encore de son nom, qui m'a complètement révélée dans le sens où j'étais une élève moyenne. Je cartonnais pas énormément à l'école, je travaillais un petit peu, mais sans plus. Cet enseignant, il était assez âgé. Je ne sais pas trop comment il a fait, mais il a vraiment réussi à faire en sorte que je sois hyper investie à l'école. J'adorais ce que je faisais avec lui et ça a été un peu le début de mon succès entre guillemets scolaire où finalement j'avais un peu des facilités, je captais vite, je comprenais vite et j'ai commencé à avoir des bonnes notes finalement à cette époque-là. Peut-être avant j'étais entre 11 et 12 et là j'avais 16, 17. Voilà. Après, je suis allée au collège. Petite précision, j'ai toujours fait des écoles publiques. Mes parents ont toujours cru en l'éducation publique. Petit aparté, mon père n'a pas forcément fait des longues études. Après, mon père a eu son certificat, enfin, c'était pas le bac, etc. Et il a fait plutôt un parcours pro au niveau de l'électronique. Et ma mère a fait plutôt un bac général. C'était les filières, la ABC, je ne sais plus, mais bon. Après, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'études supérieures. Quand je suis rentrée au collège, au début, ça se passait plutôt bien. J'avais des bonnes notes, c'était plutôt épanouissant. Mais l'expérience de l'école pouvait être compliquée pour moi parce que comme j'étais un peu plus grosse que les autres, j'ai connu du harcèlement et j'ai eu un peu une ambivalence envers l'école dans le sens où je pense que j'ai toujours aimé apprendre, découvrir des nouvelles choses, mais pas forcément de manière assise. J'ai toujours aimé apprendre en fait en faisant, en regardant, en passant par l'action de faire, le côté expérience. Et à la fois, ça me plaisait d'apprendre, mais la manière dont on apprenait à l'école, bon, ça me parlait moins. Mais bon, le collège se passe plutôt correctement, je passe mon brevet. Mais il faut savoir que dans mon parcours aussi scolaire, j'ai eu beaucoup de changements d'école. J'ai eu des changements d'école parce que mes parents ont déménagé. J'ai eu des changements d'école parfois parce que j'ai connu du harcèlement et de l'antisémitisme par des profs, je précise, par des enseignants, et que l'académie ne faisait rien. Il y a eu un premier, entre guillemets, couac dans mon orientation. Parce que comme je suis une personnalité assez créative, quand j'étais petite, je voulais être archéologue. Après, je voulais quelque chose d'un peu créatif. Donc, je voulais, en fait, aller dans une école de design et notamment d'art appliqué et c'était un lycée spécialisé. Donc moi j'étais à Montauban dans le 82 et il y avait un lycée que j'avais repéré qui était à Toulouse. Pour faire ce lycée d'art appliqué, j'envoie candidature, tout un dossier et finalement je ne suis pas prise. Pour l'anecdote, je n'ai pas été prise et j'étais deuxième sur liste d'attente et c'était la première année qu'ils acceptaient 2 redoublants. Parfois l'univers, pour moi c'était un peu compliqué parce que c'était mon premier vœu et j'aspirais à de nouvelles expériences, etc. Mais l'univers, en me fermant cette porte, m'en a ouvert une autre. Souvent quand il y a un non, c'est une redirection. Donc j'ai fini dans un lycée
générale, parce que ça c'était une filière plutôt professionnelle, un peu technologique. Donc j'ai fini dans un lycée général à Montauban avec une option art plastique. J'étais à nouveau une élève moyenne. J'étais au collège, bon, au début ça se passait bien et puis un peu ma moyenne a chuté. Alors elle était toujours dans les peut-être 13-14. J'arrive au lycée et quand tu prends une option art plastique, tu as des profs un peu plus pointus dans les matières littéraires parce que les gens en général qui font une option art plastique finissent par aller en cursus littéraire. Donc moi je fais ma seconde avec cette option art plastique et j'ai une prof de français qui m'a aussi pas mal marquée. Elle était de l'ancienne école, donc elle était assez sévère, assez dure, mais ça a été une prof qui m'a beaucoup encouragée à participer en classe parce que j'étais pas du tout aussi à l'aise à l'oral que maintenant. Bon, elle avait dû sentir que j'avais des choses à dire. J'étais pas la meilleure rédactrice dans l'aspect écrit, mais elle sentait sans doute que j'avais une réflexion, etc. Et elle voulait me pousser à participer plus en classe. Grâce à cette prof, j'ai commencé un petit peu plus à m'ouvrir finalement en classe, à donner mon avis, etc. Fin de la seconde arrive, alors je m'éclate en art plastique, etc. Mais c'est un moment où je ne sais plus quoi faire de ma vie, entre guillemets, c'est un peu intense de dire ça, mais je ne savais plus quoi faire en termes d'orientation. Parce que bon, j'aime bien le côté information, écriture, journaliste, donc je m'interrogeais pour le journalisme, mais je n'avais pas envie de faire des prépas. J'avais envie peut-être de faire des études, mais pas non plus des études de médecine. Mes parents auraient adoré que je fasse médecine ou peut-être avocate, etc. Alors à un moment, j'aurais bien aimé peut-être faire chirurgienne, mais paradoxalement, suite à une très mauvaise prise de sang, j'ai développé une sorte d'aversion au sang. Donc chirurgienne, c'était plus envisageable. Finalement, un peu par défaut, j'ai choisi la filière S au lycée parce qu'on a toujours ce discours, mais quand tu vas en S, ça t'ouvre plus de portes. Sauf que ma seconde avait été très forte en enseignement littéraire et beaucoup plus faible en enseignement scientifique. Et je pense que j'ai eu un des pires profs de maths de la Terre, peut-être pas de la Terre, mais ils surveillaient même pas les DS, il y avait des élèves qui sortaient leur cahier de cours, ils les laissaient faire, enfin c'était du grand n'importe quoi. J'arrive en première S et là je vois que j'ai des lacunes dans les matières scientifiques, ça devient compliqué scolairement parlant. En plus, j'avais un contexte à la maison compliqué. Voilà, ceux qui me suivent ou qui ont vu mes vidéos un peu plus intimes sur mon parcours personnel savent de quoi je parle. Donc la première a commencé à être un peu le moment de déclin. En seconde, j'arrivais à peu près à avoir la moyenne, mais la première, ça a commencé à être un peu le déclin. J'avais toujours une bonne prof de français, ce n'était pas la même, mais j'ai bien accroché avec elle. Et d'ailleurs, grâce à elle, ça a permis de m'amener certaines choses dans mon parcours et dans ma vie. Mais j'ai commencé à plonger dans les matières scientifiques. Ça a été un peu le début de mon échec scolaire où je me maintenais difficilement à la moyenne. Bon, je faisais toujours beaucoup de fautes d'orthographe et cette prof de français, elle a été géniale pour le bac de français, elle s'est hyper investie. Elle ne voulait pas que ses élèves aient des points en moins par rapport aux fautes de grammaire et d'orthographe parce que je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à mon époque, quand tu avais au-delà d'un certain nombre de fautes dans ton bac de français, tu avais 2 points en moins, je crois. Et elle ne voulait pas qu'on perde ces 2 points bêtement. Elle avait créé les petits déjeuners orthographes. Donc on venait avant le début des cours, je crois qu'on est vers genre 7h ou 7h30. Chacun ramenait un petit truc pour le petit-déj. Elle nous faisait des exercices ciblés par rapport à nos faiblesses ou nos lacunes en termes d'orthographe et de grammaire. Et ça, j'avais trouvé ça génial. Elle avait aussi lancé un atelier théâtre. Dans toute cette préparation au bac de français, elle nous donnait parfois des devoirs facultatifs pour nous entraîner à la rédaction, écrit d'invention, etc. Une fois, un des écrits d'invention, c'était l'autobiographie. Enfin, donc, fallait se dévoiler. Et moi, à l'époque, j'étais une coquille fermée. Je ne laissais pas grand monde m'approcher. J'étais très lisse de l'extérieur. Bon, c'était pas la Sarah que toi, tu peux voir aujourd'hui sur YouTube. Mais à travers cet écrit un peu autobiographique, j'ai vraiment libéré tout ce que je ne montrais pas finalement. Et en rendant les copies, donc j'avais eu une bonne note à ce devoir-là, et elle me demande si elle peut lire la copie devant la classe. Et là, je me fige, je lui fais comprendre que non, c'est pas possible, parce que pour moi, je ne voulais pas que mes camarades de classe puissent imaginer qui est-ce que j'étais à l'intérieur. Je me protégeais vachement. Elle respecte mon choix et ne lit pas mon écrit à la classe.
Mais elle me demande de venir à la fin du cours et à la fin du cours, elle me dit « Sarah, je pense que vous devriez penser à écrire ». C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, dans le sens où j'ai commencé peu de temps après, via un Skyblog, à écrire des poèmes, à écrire des fictions, des nouvelles, des choses assez courtes. Peu de temps encore après, moi j'ai toujours été à fond Harry Potter. Ça ne se voit pas sur ma chaîne, mais j'ai été une grande fan et je suis toujours très fan du monde Harry Potter. Dans le monde Harry Potter, tu as les fanfictions Harry Potter, c'est-à-dire que tu as des fans qui écrivent des fictions. Je découvre cet univers-là et je commence à écrire des fanfictions, et notamment des fanfictions érotiques. Je découvre ça en lisant des fanfictions et en fait, je suis ado. Ces fanfictions, finalement, me permettent de rencontrer un peu mes premiers émois, me permettent finalement de ressentir un peu d'érotisme. Moi, j'étais tellement mal dans mon corps que c'était, à mon sens, la seule manière dont je pouvais ressentir un petit peu de tout ça. Je commence à écrire des fanfictions et notamment des fanfictions érotiques. Et donc, j'étais en première, j'avais 15-16 ans, quoi. Après, tu ne t'étonnes pas que j'ai fini plaisirologue quand tu raccroches un peu les wagons. Donc, je passe ma première et ils me font quand même passer de classe alors que je suis limite. J'ai mon bac de français, là-dessus tout va bien. Arrive la terminale et là, c'est la descente. La descente. Je ne sais plus si c'est en terminale ou en première. Mes parents me font passer un test de QI parce que comme j'étais en échec scolaire, ils s'inquiétaient et les profs avaient un peu suggéré, faites passer un test de QI à votre fille. Mais en terminale, c'est un peu l'hécatombe. J'en viens à 5 sur 20 de moyenne générale. J'avais des notes catastrophiques dans les matières scientifiques, il n'y avait plus le français, mais il y avait toujours l'art plastique. Donc j'étais un peu dans un moment de désinvestissement, j'aimais pas du tout ma classe, j'aimais pas du tout la manière dont le lycée, l'expérience lycée se passait pour moi. Et je pense que j'ai créé un peu un rejet parce que finalement, dans ce test de QI, ça montrait bien que je n'étais pas en dessous de la moyenne, j'étais même au-dessus de la moyenne. Mais un test de QI, ça veut dire tout et rien, quoi. Enfin, bon, c'est une indication, mais le test de QI ne veut pas dire que tu vas être scolaire. Moi, j'ai compris que je ne rentrais pas forcément dans le moule scolaire habituel. Je passe ma terminale est un peu cette descente aux enfers, beaucoup d'échecs, je me confronte à l'échec, au fait d'avoir des mauvaises notes, etc. Donc ça ne m'intéresse pas. Je ne sais plus trop ce que je vais faire, mais bon, dans un cours de philo, on en vient à parler de Freud. On a quelques séances sur Freud, l'analyse des rêves, le désir, la libido, etc. Et en fait, c'est des concepts, même si on les découvrait, je les connaissais un petit peu parce que j'ai grandi avec un père qui analysait un peu ses rêves, pourtant il n'est pas du tout psychologue. Et à un moment, je me dis, tiens, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien observer les gens, j'ai ce don-là un peu naturellement. Peut-être que je pourrais m'orienter dans la thérapie, la psychologie, etc. Donc je décide, en premier vœu d'orientation, de mettre fac de psycho. J'ai été la seule à aller en fac de psycho. Et en plus, en terminale, j'étais déléguée. Donc au conseil de classe, tous les profs sauf la prof de philo, et pourtant les seules bonnes notes que j'ai eues avec elle, c'était les passages sur Freud. Le reste, c'est pas ouf. C'est la seule qui me back-up, qui me soutient. Tous les autres profs étaient unanimes. Tu n'y arrives pas en terminale, tu n'as pas de méthodologie de travail. À la fac, sans cadre, tu vas complètement te noyer. Dans ma tête, j'étais là, mais en fait, vous ne savez pas qui vous avez en face. Donc même si je manquais de confiance en moi, d'estime personnelle, pour moi, l'étiquette qui me collait dessus, je n'en voulais pas. Parce que je me suis dit, en fait, vous ne savez pas de quoi je suis capable. J'ai rien trop répondu, voilà. Arrive le bac. Et à la fois, je n'avais pas trop bossé pour le bac. Pour être honnête, j'ai très peu bossé pour le bac. J'ai essayé, mais je n'arrivais pas à me motiver, quoi. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas l'intérêt. Le bac, finalement, c'est un examen que tu passes. Bon, bref, je passe le bac. J'étais persuadée que j'allais peut-être redoubler ou je sais pas. En ayant les résultats du bac, je vois que je suis au rattrapage. À ce moment-là, j'ai une sorte de déclic. Je me dis, mais je ne veux surtout pas redoubler parce que je ne supporterai pas de revivre cette expérience une année de plus. J'ai vraiment détesté cette période du lycée. En plus, j'étais hyper mal dans ma peau. J'avais mes troubles du comportement alimentaire. J'avais connu, trigger warning, l'inceste fraternel. Donc, pour moi, c'était hors de question de rempiler une année et d'aller à la fac. Ça voulait dire partir à Toulouse et de mettre un peu de distance avec tout cet univers qui était toxique pour moi.
Et donc, je vois que je suis au rattrapage et je me dis, il faut absolument que j'ai mon bac. Donc, choix stratégique, comme j'étais en option en spécialité physique-chimie, j'ai pris physique-chimie et maths au rattrapage. Tu avais le choix de 2 matières pour rattraper. Maths, je me souviens, j'étais tombée sur les intégrales et horrible, j'ai jamais compris le truc. Le rattrapage de maths, ça a été catastrophique. Mais par chance, en physique-chimie, j'étais tombée sur des exos que j'avais compris et que je maîtrisais. Donc ça a été une chance inouïe et j'ai réussi à avoir mon bac grâce à la bonne note, je pense j'ai peut-être eu 14 ou 15 et comme c'était mon coefficient principal, ça m'a permis d'avoir le bac. La meilleure note finalement que j'ai eue à mon bac, c'était art plastique, j'ai eu 17 à mon bac d'art plastique. Bref, donc j'arrive en fac de psycho et j'avais eu les profs qui m'avaient dit « tu ne tiendras pas 6 mois ». Et moi, dans mon fort intérieur, je me suis dit « mais en fait, vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire ». J'arrive en fac de psycho, la fac du Mirail, maintenant elle s'appelle Toulouse 2 ou je ne sais plus quoi, ils l'ont tellement revampé, travaux. Moi j'ai eu la fac post-AZEDEV, des cours dans des préfas, des amphis complètement délabrés, des toilettes presque insalubres, donc il fallait vraiment avoir envie d'aller à la fac, mais je me sentais vachement plus libre. Et en fait j'ai jamais aimé dans le système scolaire le fait qu'on te fasse comprendre pour réussir il faut faire ça. J'étais mais en fait d'où mais quoi? D'où? J'étais pas du tout d'accord avec cette idée de pour réussir, il faut faire certaines choses, il faut lire certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire finalement et réussir, tu vois? Donc j'étais pas du tout d'accord avec cet univers-là et à la fac, comme c'était sans cadre, moi en fait j'ai pas de problème à avoir un cadre, mais il faut que ça soit moi qui me l'impose. J'ai jamais aimé qu'on m'impose des règles. J'ai pas de problème à suivre des règles, mais j'aime bien me les choisir parce que je pense que je suis un esprit un peu trop libre, un peu trop fougueux peut-être, un peu trop audacieux. Alors trop, je sais pas, mais en tout cas je ne rentre pas dans le moule. J'arrive à la fac, premier semestre de fac. Bon, en fac de psycho, tu as des amphis de 500, 600, 700 personnes. Et je me souviendrai toujours, les profs, sur cette première année de licence, demandent à des moments qui a vraiment envie d'être psychologue dans l'amphi. Et je faisais partie des personnes qui levaient la main et tu avais genre, franchement, ça se comptait sur les doigts des 2 mains. Il y a beaucoup de gens qui vont en psycho parce qu'ils acceptent tout le monde et qui préparent un concours, qui sont en recherche de ce qu'ils veulent faire, donc ils vont en psycho un peu voilà, par défaut. Donc tu n'avais pas énormément de gens qui allaient en psycho parce qu'ils voulaient devenir psychologue, ce qui moi était mon cas. Donc je fais mon premier semestre et en fait j'arrive, en travaillant un peu comme ça m'intéresse, etc., j'arrive à avoir 12-13 de moyenne. Je me dis, ah tiens, la réussite est possible, je peux avoir des bonnes notes. Donc première année, je cherche un peu mes marques, etc. Deuxième année, j'arrive à avoir 14-15. Troisième année, 16-17. Et en fait, le fait que je sois dans un espace où on ne m'impose pas les choses, où je peux étudier de la manière dont j'ai envie d'étudier, que je fais mes devoirs. Alors, il ne donnait pas vraiment de devoirs, mais si tu ne bosses pas régulièrement, tu n'as pas tes partiels, les formules en contrôle continu, etc. Enfin, voilà. En fait, je me confronte à la réussite académique. Pas dans toutes les matières, mais quasiment sur 90% des matières, j'ai des très bonnes notes au fur et à mesure du cursus. D'ailleurs, ça en vient à créer même de la jalousie avec certaines personnes. Bref, je pense que j'ai toujours eu cet esprit d'analyse, cet esprit d'observation, j'ai une finesse, j'ai une nuance dans la manière de rédiger. Et comme je continue à écrire mes fanfictions, je pense que ce travail rédactionnel que je faisais par passion m'a nourri aussi pour le travail académique. Alors déjà en deuxième année de psycho, tu es amené à choisir une UE mineure et j'avais pas énormément de choix. Soit tu avais genre sciences de l'éducation, sociologie ou histoire de l'art. Et moi qui ai toujours aimé l'art, je suis quelqu'un de créative, j'ai choisi histoire de l'art. Et c'est à ce moment-là où je tombe amoureuse de la Renaissance florentine parce que j'ai un prof qui est tellement passionné que ça me transfère sa passion. L'autre prof était moins intéressante, enfin c'était moins mon truc. Donc voilà, je vais à fond dans ce semestre au niveau histoire de l'art. Et d'ailleurs, ce que j'ai appris en histoire de l'art me sert encore aujourd'hui, donc c'est assez dingue. Troisième année, tu commences à choisir des pré-options. Donc j'avais choisi psychanalyse et psycho du développement. Je valide tout ça et après en quatrième année, donc pour la première année de master, il faut vraiment que tu te spécialises. Donc moi je suis allée en psychologie clinique. La psychologie clinique, c'est un peu la voie royale, la voie classique de la psychologie. Pas tout le monde veut faire ce cursus-là, mais c'est le cursus où on te dit il y a moins de débouchés parce qu'il y a plus de monde qui vient dans ce cursus-là. Je vais en psychologie clinique. Je fais mon Master 1 en 1 an
Parce que beaucoup de gens te disent bah, tu peux faire ton master 1 en 2 ans, tu fais une année où tu fais plus les cours et peut-être ton mémoire, tu fais plus tes cours, et la deuxième année, tu es plus focus stage et mémoire de recherche. Moi, j'étais là, jamais de la vie, je fais mon année de master en 2 ans, je le fais en 1 an. En plus, la fac de Toulouse, alors je ne peux pas parler des autres facs, mais elle était réputée pour avoir des blocus étudiants régulièrement. Donc pendant plusieurs mois, la fac était bloquée, on n'avait pas de cours. Donc on travaillait à distance, etc. À ce moment-là, je me suis dit, aubaine, j'ai pas besoin d'aller en cours, les profs nous envoient les cours, j'étudie à la maison, je fais mon stage, je fais mon mémoire, j'ai mon année en 1 an. Et j'arrive à avoir mon année de Master 1 en 1 an, ce qui était un peu un exploit parce que ça va très vite. Et pour rentrer en 5e année de psycho, alors je pense que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, je me sens vieille maintenant, tu avais une sorte de concours. C'est-à-dire que pour passer de la 4e à la 5e année, tu devais postuler dans plusieurs facs, etc., déposer des dossiers, etc. La fac de Toulouse, peut-être que ça a changé, mais c'était la seule fac où pour rentrer en 5e année de master clinique, tu avais un QCM à points négatifs. Moi, tout se passait bien à la fac de Toulouse, j'avais des très bonnes notes. Je n'ai absolument à aucun moment envisagé de postuler dans une autre fac. Et en plus, mon maître de mémoire de 4e année, je l'aimais beaucoup. Il m'a poussé à suivre son master. Donc, je me suis dit, allez, continue sur la voie royale. Je ne me pose pas de questions, ça va forcément marcher. Je passe le QCM. J'ai le QCM. Et sachant que c'est un QCM, des fois, aucun rapport avec la psycho. Tu avais des questions des fois médicales, de culture G, et j'arrive à avoir le QCM. Ensuite vient l'entretien. Je vais à l'entretien et donc ça se passe bien, etc. Entre guillemets, on m'attaque sur un point, mon âge et mon expérience. Parce que donc en 4e année, tu es censé faire un stage en psychiatrie. J'avais fait un stage en psychiatrie, sauf que la psy avec qui j'avais fait le stage, elle nous laissait plutôt avec les infirmières et infirmiers, et elle faisait ses entretiens. Donc finalement, le stage n'était pas suffisamment qualitatif. Donc ils ont mis l'accent là-dessus. Et en plus, ils me disaient, mais voilà, mademoiselle, vous n'avez que 22 ans, sachant que beaucoup de gens qui deviennent psychologues, souvent suite à une reconversion, donc j'étais une des plus jeunes dans les amphis en général, mais je n'y peux rien, je suis née déjà en fin d'année, je suis rentrée tout de suite en fac de psycho, donc oui, forcément, j'ai l'âge de quelqu'un qui arrive à sa 5e année, entre 4e et 5e année, ouais, j'ai 22, 23 ans. Et on m'attaque un peu sur cet âge-là en me disant, finalement, vous n'avez peut-être pas assez d'expérience. Et dans ma tête, j'étais là, mais vu tous les trucs de fou que j'ai vécu dans ma vie perso, alors bien sûr, je ne vais pas le raconter dans un entretien pour rentrer en master, mais c'était un peu comme au conseil de classe, de terminale. J'étais là, mais en fait, vous n'y connaissez rien et vous jugez quelqu'un sur des critères d'âge, une pseudo-expérience. Je suis refusée à l'entrée de ce master de psychologie clinique à Toulouse. Et je n'avais postulé nulle part ailleurs. J'en ai longtemps voulu à mon maître de mémoire parce que, et je me souviendrai toujours de son nom, Alain Savé, il m'avait dit non mais pour vous, Sarah, il n'y aura vraiment aucun problème, vous allez rentrer dans mon Master 2 sans aucun problème, etc. Et là, j'avais vraiment les boules parce qu'il s'était presque engagé en me disant que j'allais rentrer dans son Master. Et finalement, je ne suis pas rentrée dans son Master. Et je me retrouve sans rien parce que j'ai validé mon année, j'ai validé toutes mes unités d'enseignement, toutes mes UE. Je ne peux pas refaire une 4e année parce que j'ai validé mon année. J'étais trop bonne élève finalement à ce moment-là. Et donc, on te propose un plan intermédiaire, on te dit de t'inscrire dans un autre cursus pour conserver le statut d'étudiant et de faire des stages, du tutorat, etc. Alors forcément, je n'étais pas très heureuse à ce moment-là. J'en viens à m'inscrire en sciences de l'éducation. Je ne vais pas au cours, chose qui ne m'était jamais arrivée, et je fais des stages. J'accompagne aussi des étudiants en situation de handicap en fac de psycho pour tout ce qui était prise de notes, etc. Sur cette année, j'ai été très méthodique, j'ai cherché tous les masters qui enseignaient encore la psychanalyse et la psychologie clinique. J'ai postulé dans plein de facs en France et en fait, il y a eu un couac. À un moment, je découvre qu'à Marseille, que l'université Aix-Marseille propose un cursus avec le mot psychanalyse dedans. Et je me dis, mais c'est exactement ça que je veux faire. Sauf que je me dis, alors je ne sais pas par quelle manière j'ai réfléchi, je me dis, mais comme je n'ai pas eu la 4e année avec la spécialité psychanalyse, va peut-être falloir que je refasse ma 4e année.
Je passe 2 entretiens pour des M2, je crois que je vais à Lille et que je vais à Angers. Et j'envoie une candidature pour le M1 à Marseille, donc pour la 4e année, parce que je pensais que j'avais besoin de refaire une 4e année. Je suis convoquée à Marseille pour passer les entretiens de Master 1. Quand j'arrive au secrétariat, la personne me dit « Mais pourquoi vous postulez pour le M1 ? Vous avez déjà validé un M1 ?» Et là, j'essaye de lui expliquer en me disant je pensais que, comme je n'avais pas eu l'option psychanalyse, bref, je baragouine un truc et finalement, je lui dis je crois que je me suis trompée quand j'ai postulé sur le site. Je me dis bon, je vais essayer de vous arranger le coup, voir si vous pouvez passer les auditions, les entretiens pour le Master 2 de psychanalyse et psychologie clinique. Comme ma mère était à l'époque mutée à Marseille, j'étais hébergée chez elle sans trop de difficultés. Finalement, elle arrive à me squeezer pour passer les entretiens de M2. Et quand je me présente pour l'entretien, déjà le prof, le mec, il est en train de fumer son cigare et j'étais là, mais il fume en intérieur et ça va très vite dans ma tête. Je me dis, je pense qu'il fume volontairement pour voir si mon surmoi, donc le côté règles, etc., est flexible et tout. Donc je me dis, ne dis rien sur le cigare. Et je me suis dit, c'est un test. Le mec regarde une feuille qui avait été imprimée. Moi, j'avais mon dossier. Il me dit, mais pourquoi, mademoiselle, j'ai pas votre dossier comme les autres, etc. Je lui dis, il y a eu un petit couac dans ma candidature, mais je suis là pour vous parler de mon parcours. À un moment dans l'entretien, ça dure vraiment pas très longtemps, genre 10 minutes. Il me dit, mais bon, vous n'avez pas un cursus 100% psychanalyse, pourquoi vous venez ici, pourquoi vous voulez postuler ici, vous allez peut-être être à la traîne ou... En fait, il me fait comprendre que ça va être peut-être dur pour moi. Et je me souviendrai toujours, je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai peut-être des lacunes en psychanalyse, mais je suis quelqu'un qui est motivé et qui apprend vite. J'y suis allée au culot, quoi. J'y suis allée à l'aplomb. Ça a payé, ça a marché. Donc, je suis rentrée dans ce Master 2 à Marseille, auquel, à la base, je n'avais même pas postulé. Voilà, l'univers, cette idée de quand on te ferme une porte, tu as une nouvelle porte qui s'ouvre, etc. Et j'ai passé une très bonne année étudiante, dans le sens académique du terme, parce que dans ce cursus-là et à cette époque-là, cette 5e année de fac, son but, c'était vraiment de nous professionnaliser. Moi, je ne voulais pas faire de la recherche. Je trouvais déjà que 5 ans d'études, 6 ans, puisque finalement, j'ai fait l'année entre la 4e et la 5e, je la compte quand même, mine de rien. Pour moi, c'était déjà assez. Je voulais me mettre à bosser, tu vois. J'aime bien apprendre, mais je préfère l'expérience concrète. Eux, leur cursus, c'était vraiment mettre l'accent sur le stage, sur nos compétences professionnelles. On avait de l'analyse des pratiques en groupe toutes les semaines. Et franchement, je me suis éclatée. Ça a été une super année académique. Et voilà, j'ai eu mon diplôme de psy avec une mention bien. Alors, j'étais un peu déçue parce que j'ai eu 14 à ma soutenance de mémoire. Je pense que j'aurais pu avoir 16, mais je suis du genre à vouloir me débarrasser. Donc, j'ai accepté de passer dans la matinée et surtout dans les premiers candidats pour les soutenances du mémoire. Donc, j'ai dû passer 2e ou 3e. J'avais fait en plus 2 stages. Les autres avaient fait qu'un stage. Moi, j'en ai fait 2. Un court et un officiel. Parce que je voulais travailler en maternité. Il n'y avait pas beaucoup de psy en maternité. Donc, j'avais trouvé un truc, histoire d'initier un peu mon esprit à ce qui se passait en maternité. Et après, j'ai fait un vrai stage en protection de l'enfance qui m'a beaucoup plu et qui a permis d'orienter le début de ma carrière. J'ai eu 14 à ma soutenance. J'étais déçue. Mais bon, après, quand tu passes le matin, l'après-midi, ils sont un peu plus indulgents. Donc, j'ai fait mon deuil. Mais finalement, tu peux avoir été en échec scolaire et avoir des très bonnes notes au niveau faculté parce que c'est pas le même modèle, c'est pas le même cadre et parfois tu peux plus t'épanouir dans l'un plutôt que dans l'autre. Voilà, moi je regrette pas du tout mon parcours. La psychologie a été une première partie de carrière qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup plu. Et voilà, c'était pour te partager que même s'il y a des redirections, même s'il y a des embûches, c'est aussi de faire confiance à la vie. Forcément, ça demande de faire des choix. Maintenant que j'ai 37 ans, je peux me dire « Ok, je comprends et je sais aussi mieux maintenant pourquoi j'en suis là aujourd'hui. » Mais quand tu es dans le process, et on continue d'être dans un process, mais à des moments, tu arrives à avoir un pas de recul et maintenant, j'ai suffisamment de recul et je me dis « Mais ouais, grave logique. » Je comprends pourquoi aujourd'hui je fais de la plaisirologie, que j'accompagne l'intimité, parce qu'il y avait tellement de choses dans mon parcours à plein de moments différents. Et peut-être que si j'avais été dans des études de sexologie classique,
j'aurais pas créé, ça c'est sûr, la plaisirologie et j'aurais pas cette richesse que j'ai aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi, entre guillemets, faire confiance à l'avenir, c'est un peu spirituel ce que je vais dire, mais faire confiance que les wagons vont se raccrocher à un moment donné. Et voilà, j'avais envie aussi de te partager ce parcours scolaire parce que la notion de succès ne se définit pas que par du succès académique. Il y a des personnes qui ont du succès académique et qui professionnellement vont pas du tout s'épanouir. Donc je vais conclure cette vidéo-là au niveau de mon parcours académique et tu auras la suite sur mon parcours professionnel dans une prochaine vidéo.